bonjour à tous, vous êtes là? Et bien encore une fois, bienvenue dans ce nouveau live au Jardin Botanique. Donc vous avez l'habitude, avec moi depuis quelques séances, on est beaucoup dans les serres. Et cette fois, je vous amène dans un décor qui est encore différent. Regardez la belle plante que j'ai à côté de moi. Alors, cette plante, ça doit un petit peu vous parler, approchez-vous. Cette plante, ça doit vous parler. Vous devez déjà avoir vu ça chez nous, dans nos forêts. En principe, dans nos forêts, on va les voir au ras du sol. Là, elle est en hauteur. C'est ce qu'on appelle une fougère arborescente. Donc, cette fougère, si on pousse un petit peu les feuilles, qu'est-ce qu'on va trouver? On a l'impression que c'est une forme en arbre. Donc attention, on aura l'occasion de le revoir ensemble. C'est pas véritablement un tronc comme sur un arbre, c'est ce qu'on appelle un stipe. Alors vous voyez, si on prend déjà ma taille par rapport à cette plante, alors je vous l'accorde, je ne suis pas non plus très grande, mais c'est déjà une plante qui me dépasse. Mais cette plante-là, elle est encore toute petite par rapport à ce qu'elle peut être quand elle a sa taille maxi. Mais moi, j'aimerais bien vous montrer, on a un plus jeune pied et on va voir un petit peu comment cette plante, elle fonctionne et comment elle pousse. Alors, regardez, donc là, c'est toujours la même plante, une fougère arborescente. Et donc, ce qu'on peut remarquer, je vous avais expliqué, ce fameux tronc. Alors, qui n'en est pas un, si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit, ça s'appelle un stipe. Quelle est la différence avec un tronc? Un tronc, c'est vraiment une partie de l'arbre à part entière. L'arbre, il va créer des parties qu'on ne va retrouver que là, c'est-à-dire le bois. Et si vous avez déjà vu, je pense que vous le savez, que quand on coupe un arbre, par exemple, on peut compter les traits et déterminer son âge. Et bien ici, avec cette plante, ça ne marche pas. Si vous approchez, vous devez voir des ronds où je place mes doigts. C'est des formes très bizarres, mais d'où ça peut venir? Ça vient de cette partie-là. Donc, c'est la base des anciennes tiges et qui sont, comme celle-ci, sèches et tombées. Alors, les nouvelles tiges, elles ont un mode de pousse particulier, comme toutes les fougères. Moi, j'aimerais vous montrer, là, cette grosse tige, comment elle est formée. Ça doit vous rappeler quelque chose qu'on voit chez nous une fois par an. Ça rappelle un petit peu la crosse de Saint-Nicolas. Cette crosse-là, elle va se dérouler. Et quand elle se déroule, ça va donner cette tige ici, que j'ai entre mes doigts. Et encore, sur cette tige, on va avoir encore d'autres tiges avec vraiment les feuilles qui sont, elles aussi, enroulées. Donc cette plante-là, elle va pousser comme ça, avec plein de petites crosses de Saint-Nicolas qui vont se dérouler au fur et à mesure. Alors, là, on a vu ensemble déjà deux stades de la fougère arborescente. Ici, on a une petite. Je vous ai montré ici ce qu'on peut dire une plante de taille moyenne. Et moi, si vous me suivez, j'aimerais vous montrer une taille beaucoup plus imposante. Regardez. Alors là, si on arrive vraiment tout en haut de la fougère, on reconnaît vraiment bien cette forme très particulière. Si vous avez l'occasion pendant ces vacances d'aller un petit peu en forêt, regardez autour de vous, regardez au sol, c'est des plantes que vous retrouverez. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est des plantes qui sont très anciennes. Nous, on l'appelle entre nous le goûter des dinosaures, parce que vous voyez la taille qu'elle fait, c'est les dinosaures au long cou qui étaient capables de manger cette plante. Donc si elle était mangée par les dinosaures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle était déjà
présente sur Terre en même temps que les dinosaures. Donc vous voyez, hein, les dinosaures, c'est quand même quelque chose qui est très vieux. Donc cette plante aussi, mais contrairement aux dinosaures, on peut en retrouver. En parlant de plantes anciennes, si on regarde un petit peu plus en détail cette plante, ça doit vous rappeler quand même quelque chose. Alors ça, c'est une plante qu'on aime mettre chez nous à une certaine période de l'année, une période très précise. On va en prendre des naturels ou des artificiels. Et oui, je veux parler de notre fameux sapin. Alors là, ça ressemble vraiment à un sapin, mais ce n'est pas un conifère, ce n'est pas un sapin. Et donc, si vous savez aussi, les sapins, c'est des plantes qu'on peut trouver chez nous dehors. Et là, on est toujours dans le même principe que je vous avais expliqué à un atelier la semaine dernière, mais je vous l'aurais expliqué. Ici, au-dessus de ma tête, je ne suis pas dehors. J'ai des vitres, on est dans une serre. Parce qu'ici, ce n'est pas des plantes qui pourraient pousser comme ça à l'air libre. Parce qu'on se met encore en ce moment, aujourd'hui d'ailleurs, il fait trop froid pour ces plantes et c'est des plantes qui ont besoin d'être arrosées très souvent. Donc ici, si on mettait un sapin de chez nous dans une serre, il ferait trop chaud et trop humide pour lui. Alors que cette forme-là, qu'on appelle Araucaria, il vient de Nouvelle-Calédonie et il s'y plaît très bien. Et c'est des plantes qui étaient aussi présentes, c'est un petit peu les dinosaures des plantes. Donc nous, on a les dinosaures chez les animaux et on retrouve le même équivalent chez les plantes. Et on a aussi une plante dans le fond, approchez-vous, je vais vous la montrer. La plante là, je vais vous faire un petit point de vue, qu'on appelle le kaori blanc, qui est de la même famille que le sapin. Donc vous voyez, ça a beau être des cousins, ils n'ont pas du tout la même forme, et qui vient aussi de Nouvelle-Calédonie. Alors, on va continuer notre balade. Alors, vous vous souvenez, hein, ici, ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est que moi, je me sens toute petite dans cette serre. C'est vraiment des plantes qui sont gigantesques, et le toit de la serre est même à très très haut. Et donc, la fougère arborescente, celle qu'on est en train de quitter, c'est une plante qui, dans le milieu naturel, peut mesurer jusqu'à 20 mètres. Alors 20 mètres, c'est quand même assez haut, hein. 20 mètres, c'est à peu près la taille d'un avion de transport de passagers qui est couché. Donc c'est déjà assez imposant. Alors vous voyez là, devant vous, vous voyez encore une autre fougère arborescente et on vient de glisser sur la plante que je veux vous amener, qu'on appelle le pandanus. Alors, cette plante, vous voyez, j'aime beaucoup comment elle est faite. Là, on quitte vraiment l'organisation de la fougère. Regardez ce tronc. Alors, c'est une plante qui est très haute. On va voir ensemble tout en haut, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc c'est un petit peu avec des feuilles en forme comme d'épines. Et donc là, c'est un arbre, vous voyez, maintenant il est très très haut, hein, il peut à peu près atteindre 30 mètres. Et quand on revient à sa base, il a des racines qui sont assez particulières. Donc ces petites racines, vous voyez à l'intérieur, on devine comme un petit espace qui pourrait permettre pour cacher des animaux, ça pourrait leur servir de cachette, d'abri. Alors ça a une utilité pour la plante. La plante comme ça, elle est bien ancrée dans le sol et elle est toujours stable. Parce que imaginez, si elle se retrouve dans des zones où il y a de l'eau et la terre est un peu plus instable, et ben elle a les pieds très ancrés dans le sol et elle ne tombe pas. Alors, un jeune pied, vous vous souvenez, là on retient bien comment est le pied adulte, et à la base, ça démarre tout simplement de ça. Donc vous vous rendez bien compte, on retrouve un peu les mêmes feuilles, hein.
Donc vous vous rendez compte la différence entre ce pied que je tiens dans la main et l'arbre qu'on a vu ensemble. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que ça peut être des plantes qu'on peut avoir dans notre appartement et qu'après, elles peuvent prendre des proportions qui sont assez importantes. Alors, c'est une plante aussi, le pandanus, qui a des utilités. Ces grandes feuilles-là, donc vous devez un petit peu le voir, sur les bords, vous avez des petits piquants. C'est un petit peu piquant sous les doigts. Et donc, on peut s'en servir pour faire de la vannerie. C'est un arbre qui a plein d'utilités. De la vannerie, les fruits, comme celui-ci, je vais vous en montrer un. Donc ça, c'est le fruit du pandanus. Les fruits peuvent être consommés, cuits ou crus. Et il y a même des peuples qui utilisent chaque partie pour faire des bijoux. Le bois peut aussi servir pour faire des constructions, des bateaux. Donc vous voyez, nous, on se sert des arbres de chez nous pour faire des objets, mais les personnes qui vivent sur les îles, elles se servent aussi des arbres qu'elles ont chez eux. On va quitter le pandanus pour passer sur un arbre qui est juste devant. Vous avez peut-être entendu parler de cet arbre, on l'appelle l'hibiscus. Alors, l'hibiscus, ça doit vous parler parce que ça forme surtout une fleur. C'est cette fleur-là qui est très appréciée, donc on n'en a pas en ce moment, c'est pour ça que je vous ai montré une photo, qui est très appréciée parce qu'elle sent très bon. Donc on peut s'en servir dans les cosmétiques, dans la parfumerie. On peut aussi consommer la fleur. Vous avez peut-être déjà vu des thés ou des tisanes à base d'hibiscus. Et donc, j'aimerais attirer votre attention. Donc là aussi, on est sur un arbre très grand qui s'entremêle un petit peu avec le pandanus. Donc, vous voyez, par rapport à ma taille, je suis vraiment toute petite. Et j'attire votre attention sur le fait que, au pied de cette plante, on va trouver une étiquette de la couleur rouge. Qu'est-ce que ça veut dire, cette étiquette? Si vous regardez un petit peu autour de vous, pas de nous, vous allez avoir des étiquettes qui sont également blanches. Qu'est-ce que ça veut dire, cette différence de couleur? C'est par rapport au statut de la plante. À chaque fois, si vous avez l'occasion, et je vous le conseille, de venir nous voir dans les serres tropicales, quand vous voyez une étiquette rouge, ça veut dire que la plante est menacée. Et souvent qu'il y a des actions qui sont mises en place pour les conserver. Donc c'est aussi à ça que sert notre serre. On l'appelle la serre palmarium ou conservatoire, parce que justement, on va montrer des plantes qui vivent souvent sur des îles, parce que les plantes des îles sont plus souvent en danger. Et le but de tout ça, c'est d'essayer de les conserver et de les garder. Alors on va encore voir, je vais vous montrer un petit peu, donc le feuillage de toutes les plantes qu'on va croiser. On continue notre chemin. Vous voyez, je vous apporte un petit air de vacances dans cette journée un petit peu grise. Donc on a une grande diversité de formes de feuilles, de formes de troncs. Et là, on va s'arrêter à une nouvelle plante qui s'appelle Drassanea. Et moi, j'aime bien, regardez, c'est un petit détail qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Regardez sur cette branche, regardez comment l'écorce s'est découpée. On a l'impression d'avoir comme des écailles de tortue ou un petit peu des écailles de serpent. Donc là, on a une grande diversité de marquages qu'on peut avoir sur le tronc. Et même des choses où on a l'impression que c'est artificiel. Eh bien non, c'est la plante naturellement qui va avoir ce marquage sur le tronc. On continue notre exploration. Alors, quand on continue aussi, on a encore des détails assez intéressants sur le tronc de cette nouvelle plante qu'on appelle le bois de lait. Alors, donc là, on a l'impression d'avoir plein de petites taches, comme un petit
comme les petits félins qui ont des taches sur le pelage. Eh bien non, c'est créé à partir du tronc. Et si je touche, je vais sentir des légers bombements sous les doigts, des aspérités. Donc ça se ressent. Donc je vous ai dit, cette plante, on l'appelle le bois de lait. Donc pourquoi? Si vous avez déjà suivi ce qu'on a un petit peu pu vous dire, et on a l'EVA. Donc l'EVA, quand on lui fait une plaie, on arrive à avoir un latex blanc. C'est une substance protectrice qu'on va appeler du latex. Et là, aussi, on va avoir cette même substance qui va sortir de la plante. C'est pour ça qu'on l'appelle le bois de lait. Mais attention, il ne faut pas boire ce lait. Alors, on continue. Vous voyez, vous venez de passer devant des très grosses feuilles. Si on attarde le détail, je vous mets à côté ma main. Donc, vous voyez la taille de ma main par rapport à la taille de la feuille, c'est gigantesque. Ici, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est le gigantisme des feuilles. Alors, on continue avec une nouvelle plante qu'on appelle Aubessia. Alors, Aubessia ou bois d'ortie. Alors, moi, toujours pareil, on va voir déjà dans un premier temps les détails du tronc. Donc, vous voyez ces belles marbrures de couleurs. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas les jardiniers qui frottent le tronc avec une brosse à dents, c'est des choses naturelles qui se forment avec l'usure du temps. Et on peut même voir des détails assez sympas, la forme que peut prendre le tronc quand des tiges ont été coupées. Et toutes ces marques-là, c'est le bois qui a fait ça en travaillant à force. Donc l'Aubessia, il a donc une vie assez particulière. Encore une fois, si vous faites attention, l'étiquette est de couleur rouge. Donc ça veut dire qu'il y a une menace sur cette plante. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Aubessia ou le bois d'ortie, c'est une plante qui est originaire des Mascarennes. Et c'est une plante qui permet le développement d'un seul et unique animal, c'est d'un papillon. Et qu'est-ce qu'on a avant d'avoir un papillon? On a des chenilles. Et les chenilles de ce fameux papillon vont manger les feuilles que vous voyez en ce moment sous vos yeux. C'est la seule chose que peut manger cette petite chenille qui va devenir un papillon. Donc ça, c'est sa seule nourriture. Imaginez que vous n'avez dans votre alimentation qu'une seule chose, on va dire des biscottes. Vous ne mangez que des biscottes. Donc les Mascarennes, ce sont des îles qui ont été découvertes, et quand les îles sont découvertes, il y a souvent des voyageurs, il y a des échanges qui se mettent en place, et au cours de ces échanges a été amené un petit escargot, la gatine, et la gatine a trouvé très succulent les feuilles de cette Aubessia. Donc il y a eu une prolifération d'escargots, donc les escargots ont mangé énormément des feuilles de cette plante, et il n'y avait plus assez de feuilles pour les chenilles. Donc vous voyez un petit peu la réaction en chaîne qui peut se passer, c'est-à-dire que c'est comme si pour vous, on vous enlevait vos biscottes. Et bien quand on enlève ces biscottes, et ben vous n'avez plus rien à manger. On continue? Alors, là, on arrive devant quelque chose qui est assez intéressant. Donc, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre quelle partie appartient à la plante et n'y appartient pas. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est un ficus. Et ce ficus, il a des racines qui sont entremêlées. Ce qu'il faut aussi s'imaginer ici, c'est qu'on n'est plus dans le même type de pousse traditionnelle que ce que nous on connaît. Nous on connaît, on va planter une graine d'un arbre dans la terre et cet arbre va pousser du bas vers le haut. Et donc cette plante ici, elle va pousser pas de la même manière, elle va pousser du haut vers le bas.
souvent à partir d'une graine qui va être déposée. Et vous avez ces grandes racines qui vont se former. Donc vous voyez, je vous montre devant moi cet entremêlat de racines. Donc ce que je vous montre ici, on a une pousse qui est constante, ce qui est la partie plus claire. C'est une nouvelle partie qui est en train de pousser par rapport à celle-là. Le but, c'est que ces racines vont descendre, tellement descendre qu'elles vont aller s'ancrer dans le sol. Et en s'ancrant dans le sol, à quoi ça sert? Eh bien, c'est le même rôle que les racines de chez nous. Ça va apporter des nutriments à la plante. Donc nous, comme je vous ai dit, nos arbres à nous, ils sont en développement vertical. Donc là, ils ont aussi une importance, eux, horizontale. Ils sont capables de s'étendre et d'occuper un très grand espace. On quitte vraiment les logiques qu'on connaît nous. Les plus gros ficus de cet espace-là, ils peuvent remplir la dimension d'au moins 2 terrains de foot. Donc on quitte vraiment la logique qu'on connaît. Là, on est dans le monde tropical et ça se passe autrement. Vous voyez, il y a vraiment des racines qui descendent depuis n'importe quelle branche. Le but, c'est toujours de ramener plus de nutriments à la base et pour pouvoir gagner en surface. Donc ici, on continue notre petite exploration tropicale et je vous amène vers une plante qui est très connue. En principe, vous avez l'habitude de voir des exemples plus petits en bac à sable sur le bord de la mer, c'est des palmiers. Alors, les palmiers déjà, donc ça a un rôle décoratif, on est d'accord, et ça aussi, on peut consommer des parties de l'arbre. Est-ce que vous pouvez savoir quels fruits peuvent donner les palmiers? Ça donne 2 grands types. Il y a un fruit, c'est un fruit qui est assez rond, qui est assez lourd et on n'aimerait pas se le prendre sur la tête en passant sous un palmier, c'est la noix de coco. Et l'autre type de fruit que peut donner un palmier, c'est beaucoup plus petit, on en mange séché aux fêtes de fin d'année, ce sont les dattes. Ce sont ces 2 fruits-là que peuvent donner les palmiers en fonction de leur variété. Donc là, moi, j'aimerais vous montrer une particularité qu'a ce palmier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle là sur le plan que vous avez sous vos yeux? Sous vos yeux, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Il n'y a plus de tête à ce palmier. Alors pourquoi? Parce que donc c'est un palmier qui commençait à devenir trop grand et par les limites de la serre, on a dû limiter sa pousse. Par contre, pour vous montrer, regardez les très jolies couleurs que peuvent prendre cette partie toujours qui n'est pas un tronc mais un stipe. Ces très belles couleurs orangées. Moi, je trouve ça très sympa à regarder sous cet angle-là. Donc, à côté, pour vous montrer à quoi ça ressemble, on a un plus jeune palmier qui est en forme de pyramide. Alors, donc on fait un petit peu le tour pour vous montrer. Vraiment, les tiges ici sont imbriquées les unes dans les autres. Et vous voyez, c'est très solide, hein. J'appuie, il ne se passe rien. C'est vraiment, les feuilles sont imbriquées les unes dans les autres. Et quand on regarde la houppe, et ben déjà, c'est déjà un palmier qui a un petit stipe, mais qui a des belles feuilles. On va continuer notre exploration tropicale avec tout de suite, il y a quelque chose qui devrait tout de suite vous sauter aux yeux. Vous allez voir des grandes feuilles, mais vraiment des très grandes feuilles, ça surplombe la serre. Alors,
Et me voici. Voilà, donc vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que tout était immense ici. Je me remets pour faire une mesure. Donc vous voyez là, vous me voyez moi, vous voyez la plante à côté de moi, qu'on appelle Sarribus, et je vais vous laisser avoir le temps d'avoir un plan de la hauteur de Sarribus. Alors vous voyez, hein, moi à côté, je suis vraiment minuscule. Donc ça, Sarribus, c'est une plante qui est assez emblématique de Madagascar. C'est une plante qu'on appelle aussi l'arbre du voyageur. Pourquoi? Parce que c'est difficile à voir d'où je me tiens, mais ici, c'est des tiges qui sont assez épaisses. Et c'est des tiges qui renferment de l'eau. Quand il y a des eaux de pluie, ça va tomber à l'intérieur et ça conserve cette eau. Donc, on dit qu'un voyageur qui est perdu à Madagascar peut aller boire l'eau qui est contenue au creux des tiges. Donc je vous laisse libre de choisir si vous avez envie de boire de l'eau qui est croupie avec peut-être des insectes morts dedans, comme vous voulez. Et ça peut servir aussi de point de repère, parce que vous voyez la grande taille des plantes, c'est tout de suite on va les repérer de très loin, ces arbres du voyageur. Donc, on continue notre voyage. Donc, moi, pendant qu'on passe, je vais vous énumérer quelques noms qui sont très sympas sur les plantes. Donc, ici, vous avez un bois jaune. Sur la droite, vous avez le bois de poivre. Et quand on continue, on va encore voir un tronc qui est encore assez particulier. Donc je l'aime beaucoup parce qu'encore une fois, c'est un tronc qui est complètement tacheté. Vous voyez un petit peu cet entremêlat de tiges, de branches, de racines. On a du mal à savoir quelle partie vient de où et quelle est la base de tout ça. Donc c'est également un ficus, et la particularité de ce petit ficus, c'est si vous vous attardez sur les feuilles, vous allez voir des petits fruits. Donc c'est un ficus qu'on appelle densifolia, hein, donc toujours quand on donne des noms, c'est souvent un rappel de la forme de la plante. Donc là, densifolia, ça donne vraiment une idée de la densité, donc avec tout cet entremêlat de branches, de racines, de feuilles, de troncs. Donc quand on continue, quand je continue à vous lire le nom des plantes, on va aussi trouver le bois blanc. Donc on va avoir vraiment des bois de toutes les couleurs dans ces zones. Et on a une plante qu'on appelle Ruisia cordata. Et c'est une particularité qui est assez sympa, c'est que en principe, quand vous avez une plante, que ce soit chez vous, dehors, à chaque fois, vous allez trouver une plante égale un type de feuille. Et là, c'est une plante qui est capable d'en faire deux. Donc regardez-moi ce premier type que je vous montre entre mes doigts. Donc c'est une forme qui est assez ciselée. Et une forme, donc on est d'accord, c'est pas non plus complètement différent, mais une forme ici qui est beaucoup plus pleine et remplie. Et donc c'est en fonction des tiges, de l'âge des tiges, où on va trouver certains types de feuilles plutôt qu'un autre. Donc je vous laisse encore regarder une dernière fois. Donc vous avez compris tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que tout est assez haut, tout est assez grand.
et on quitte vraiment le mode d'organisation qu'on connaît chez nous, c'est-à-dire un mode simple, un mode vertical. Ici, on va trouver des espèces qui sont, comme chez nous aussi, assez anciennes, mais où on peut avoir des racines qui sont complètement à l'air libre et qui pourtant assurent leur rôle de racines. Donc voilà, j'espère que cette petite exploration du monde tropical dans cette serre vous a plu. C'est ainsi qu'on clôture les petits ateliers de l'après-midi, mais retrouvez-nous à partir de vendredi prochain à 13 h pour un prochain cours de jardinage. Bon après-midi et à bientôt!